Cette image du président Laurent Gbagbo assis au milieu donc du ministre Sébastien Dano-Djedje et de l'ancien ministre Sébastien Dano-Djedje et de l'ancien maire Noël Akossi-Benjo. Pour moi, c'est l'image du triomphe. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo, il y a 15 ans en arrière, l'alliance entre le PDCI et le RDR et qu'il envoie à La Haye, aujourd'hui le PDCI qui vient alors qu'il tient le leadership d'une affaire, c'est un triomphe. C'est une image mais vraiment saisissante. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça n'est pas la première fois que le PDCI signe ce genre de... Ce n'est même pas encore une alliance, hein, contrairement à ce que les uns et les autres disent. On n'est pas encore à l'étape de l'alliance. Ils ont simplement dit que c'est une déclaration portant création d'un front commun qui n'a même pas encore été mise en place. Si vous prenez donc la déclaration, elle a été signée par Noël Akossi-Benjo et par Sébastien Dano-Djedje. Et donc, en 2000, en tout cas avant l'élection présidentielle de 2020, le PDCI de regretté Henri Konan Bédié avait une plateforme avec le FPI, de Pascal Affi-N'Guessan et d'autres partis politiques. Quand un beau matin, il y a eu donc une signature de partenariat avec le FPI Gore d'Asso Adou. Cela avait créé une certaine friction au sein donc du Front démocratique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, d'alors. Donc je pense que sur ce sujet, le PDCI doit un peu clarifier ses relations avec ses partenaires pour éviter justement que dans une déclaration publique, la conférence des présidents dise qu'elle a pris l'information comme tous les Ivoiriens. Pour le reste, je pense que de nombreux observateurs reprochait à l'opposition de ne pas être soudée, de ne pas avoir de stratégie commune. Eh bien, ce n'est plus le cas. Voilà, l'opposition. D'un côté, on a donc le Front commun, de l'autre, CAP et trop c'est trop du président Laurent Gbagbo, est en train de se structurer en vue de parler d'une même voix. Vous avez vu hein, la déclaration des CAP qui dit qu'on peut parler, on peut ne pas forcément parler d'une même voix, une seule voix, mais parler de la même voix. Donc l'opposition est en train de se réunir face au RHDP. Bon, on espère que ça ne va pas rappeler donc le Front républicain avec tout ce que, oui, de 95, avec tout ce que cela a comporté. On va observer pour voir jusqu'où ça va aller. Alafia Ouakili? Oui, je vois au-delà du triomphe du président Gbagbo qui en réalité a commencé il y a longtemps lorsque feu le président Bédié a dit qu'il y a eu des erreurs et il s'est rapproché de lui. Donc ce triomphe du président Gbagbo vis-à-vis du PDCI est ancien. De sorte qu'aujourd'hui aussi, il se pose en sauveur du PDCI. On l'a entendu dire il faut aider le PDCI, il faut sauver le PDCI. Lors même de son investiture de la Convention, il avait déjà dit cela depuis longtemps. Mais il y a un autre triomphe que moi je vois, c'est celui de M. Benjo, qui est l'un des co-signataires de ce front et qui lui aussi est absent de la liste électorale, dont on ne parlait pas souvent et dont le nom est de plus en plus cité ces temps-ci. Dire qu'il y a lui et d'ailleurs le président Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro qui sont absents de la liste électorale depuis au moins 2020. Depuis au moins 2020 et le président Tidjane Thiam vient d'être absent. On peut avoir l'impression que peut-être que s'il n'avait pas été radié de la liste électorale, il n'y aurait pas ce front commun aujourd'hui avec le PPACI. Et en même temps dire que c'est peut-être un front commun qui devait être fait depuis longtemps. Ça aurait peut-être aidé aussi les autres dans leur combat et ça aurait certainement fait plus de pression
que maintenant, à 2 mois des élections. Cela dit, il n'est jamais trop tard de parler d'une même voix sans parler d'une seule voix. Et puis, on peut prendre acte de ce qu'il y a un front qui est commun à côté d'un autre front qui n'est pas commun. Il y a un front commun et puis il y a la CAP-CI qui est un front qui n'est pas commun avec le PPACI, en souhaitant que ça permette d'obtenir satisfaction des points évoqués de façon pacifique pour aider le pays à aborder les échéances qui s'annoncent. Nous Kokora. Alors, moi, je note de la part du président du PDCI-RDA un rétropédalage. Parce que vous vous souviendrez que de retour d'un voyage de Paris, en abordant la question de l'alliance, puisque en temps, M. Laurent Gbagbo avait annoncé à Bonois, avait lancé un appel à l'union de l'opposition. Il a donné une réponse en disant que lui ne mettrait pas le serpent dans son pantalon. Et donc, aujourd'hui... Sans indiquer qu'il parlait, tout le monde savait que, puisque, non, comme je l'ai dit, il donnait une réponse à l'appel de M. Laurent Gbagbo, puisque l'appel et sa réponse donc, sont intervenus dans la même période. Et donc, il parlait de M. Laurent Gbagbo et de M. Guillaume Soro. Et donc, la suite même des événements nous a donné raison, puisqu'après, il se met dans une alliance avec Mme Simone Yves Gbagbo, Afinguessan, Blé Boudé. Donc, en laissant le PPACI de M. Laurent Gbagbo, le Guy Piès donc de M. Guillaume Soro de côté. Donc aujourd'hui, fait un rétropédalage. Mais comme M. Doumbia l'a dit, ce rétropédalage répond donc à de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme parce qu'il a pensé que les 25 partis politiques composant sa CAP allaient pouvoir lui donner une force politique sur le terrain, mais l'échec de la mobilisation à la place Figaro qui a drainé 3000 personnes environ, il a compris qu'en allant dans ce sens avec ces partis politiques donc, qui sont soit des enveloppes vides ou bien des enveloppes existantes, il n'allait pas pouvoir aller loin. Sur le plan aussi donc, du message qu'il voulait envoyer avec ce groupement de partis politiques à l'extérieur, ça n'a pas été un résultat concluant ni probant. Et donc, naturellement, aujourd'hui, il se rend compte qu'il est bloqué. Il faut donc tenter une autre situation avec le président Laurent Gbagbo qui semble avoir un petit peu de poids pour essayer donc d'avancer. L'autre observation que je voulais faire, c'est qu'en réalité aussi, il y a une forme de mépris, d'inélégance politique. Envers qui et pourquoi? Parce que lorsque vous avez mis en place une alliance avec d'autres partis politiques et que vous devez signer un front commun donc avec un autre, la logique et la moindre donc des démarches respectueux vis-à-vis de ses camarades, c'est de donner l'information, discuter en interne. Est-ce qu'il serait bon qu'ensemble ils partent vers ce front commun ou bien en tout cas trouver une situation au cours de laquelle ils pourraient discuter. Donc, ces camarades prennent l'information comme tous les Ivoiriens et comme le communiqué le dit, Mme Simone Yves Gbagbo dit qu'ils ont appris, comme tous les Ivoiriens, qu'il y a eu la signature d'un front commun. Elle prend acte. Donc, une forme de mépris vis-à-vis donc de ses camarades. Alors, celui qui sort gagnant dans ça, c'est M. Laurent Gbagbo, puisque apparemment, jusqu'à récemment, son parti était isolé. Le seul qui tentait d'avoir une alliance avec lui, c'est M. Guillaume Soro. Et donc, tout le monde vers M. Thiam. Donc, aujourd'hui, quand M. Thiam revient vers lui, alors il y a le triomphe, puisque son appel à Bonois s'est soldé par un échec, par une ignorance donc, de la part des autres. Aujourd'hui, quand M. Thiam revient vers lui, mais c'est un triomphe. D'un point de vue de la communication, c'est lui qui sort gagnant comme le leader de l'opposition. Alors que jusqu'à récemment, on voyait M. Thiam comme le leader de l'opposition, compte tenu du fait que le PDCI a beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale et de mairies, le PPACI qui en a, je crois, 2 mairies. Alors, donc, en revenant vers celui qui a un parti politique qui a un faible poids, d'un point de vue des élus, ça montre que c'est lui qui est le leader de l'opposition. Et c'est lui, comme il a dit, c'est lui qui était assis au milieu des gens et qui a pris la parole en dernier lieu. Donc ça montre que c'est un triomphe. Donc M. Laurent Gbagbo, sur la stratégie, non André, ils n'ont aucune stratégie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la confusion totale. Ils sont en train de bidouiller parce que on a vu M. Laurent Gbagbo donc, qui cite ceux qui ont été radiés de la liste électorale et qui refuse de prononcer le nom de Blé Boudé. Et il paraît que M. Gbagbo ne dira jamais le nom de Blé Boudé, ni d'Afi, ni de Mme Simone Yves Gbagbo. Alors on ne peut pas dire qu'il y a une opposition donc, qui s'unit, alors qu'en interne, il y a de vrais problèmes.
Et donc, ce n'est pas une union de l'opposition, mais je crois qu'on reviendra sur le fond pour dire quelle est la légitimité même de ces deux partis politiques, le PPACI et le PDCI, de parler donc d'abus sociaux, d'abus d'état de droit, non-respect des principes de l'état de droit, puisqu'on peut revisiter leur gouvernance dans ce pays. En termes d'abus sociaux, je crois qu'ils n'ont pas d'égal ici dans ce pays. Très bien. Voilà. Donc, c'est pour terminer rapidement donc, pour dire, on reviendra sur le fond, mais on va se poser la question sur leur légitimité à dénoncer sous Alassane Ouattara, alors que la Côte d'Ivoire a véritablement évolué depuis ces 15 dernières années. Merci Nzi Kokora Bernard. Sylvain Guédé-Débailly, c'est à vous. Oui, je pense que d'entrée de jeu, je voudrais dire que si en Côte d'Ivoire, on doit toujours regarder dans le miroir, on ne va pas regarder devant. Hein. À un moment donné, il faut regarder devant en se servant de l'actualité. Le fait de dire on va interroger leur gouvernance, je pense que ce n'est pas là le problème. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que maintenant, à l'heure où nous sommes, il y a quelques soucis. Nous allons à une élection et il y a quelques problèmes, il y a quelques frictions. Comment on fait pour sortir de là? Parce que je pense que quand on regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ce qui divise la classe politique, moi, à mon sens, ce sont de petits problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire que d'exclure des gens d'une liste électorale? C'est des problèmes qu'on peut régler. C'est des problèmes qu'on peut régler. Il y a, quand on regarde à travers le monde, il y a des conflits. Là-bas, ce sont de grands problèmes. Ce sont de grands problèmes. Mais ici, ce sont vraiment des petits problèmes, mais on a peut-être nos problèmes d'ego qui font qu'on ne peut pas évoluer. Donc, finalement, dans cette alliance, je trouve que ce sont des personnalités ou alors des partis politiques qui ont été unis par le même combat. Il y en a qui s'en émeuvent. Oui, ben, écoutez, tout est opportunisme en politique. Il y a des moments où des problèmes vous mettent ensemble. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au PPACI et au PDCI. Le candidat Tiab, qui est un candidat d'envergure, le président Laurent Gbagbo, qui est un candidat aussi de poigne, ne sont pas sur la liste électorale. Alors, quelle est la stratégie? C'est de se mettre ensemble et puis de parler, à défaut de parler d'une seule voix, mais de parler d'une même voix. Vous comprenez? Et on parle de la CAPSI qui aurait été lâchée en plein vol. Moi, je pense que dans la dynamique qui est née là, à partir de cet accord, je pense que si avec la connexion avec le PDCI peut permettre de surmonter certains problèmes qu'il y a entre ces partis, je pense que c'est une bonne chose. Sinon, si le PDCI l'a fait, on ne va quand même pas me dire que le PDCI, qui était avec des personnalités comme Simone Ivé Gbagbo, n'a pas porté l'information. Moi, en tout cas, je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire sur ce problème-là, c'est que tôt ou tard, ce sont des gens qui seront amenés à se mettre ensemble. Parce que sans cela, ça va être difficile. Et puis, je voudrais parler aussi du timing. Cela arrive malheureusement à quelques mois de l'élection présidentielle. Alors, à 4 mois précisément. Voilà, le camp d'en face, comment va-t-il réagir? Moi, je souhaite qu'il réagisse bien parce que la seule manière... Quand vous dites le camp d'en face, vous faites allusion à quel camp? Oui, mais je parle du RHDP qui est au pouvoir. C'est lui aujourd'hui qui a la signature. Quelqu'un dit même que c'est Alassane Ouattara qui a la montre, qui a le temps et tout ça. Donc, je pense que quand on regarde, au lieu de dire, ou alors de dire ce que j'ai entendu tout à l'heure contre cette alliance, c'est vraiment de regarder du côté de ce qui nous divise aujourd'hui et de proposer vraiment des solutions. Moi, je souhaite que, quelqu'un l'a dit ici, de façon pacifique, qu'aujourd'hui, à quelques mois de l'élection présidentielle, qu'il y ait la détente. Et si donc, cette alliance entre le PDCI et le PPACI peut permettre d'arriver à cette détente, vraiment, ce serait vraiment une bonne chose. Et puis, le président Gbagbo qui ne dit pas, qui ne prononce pas le nom de Blé Goudé, bon, on voit cela comme une crise, comme un problème. Bon, je pense que ça, c'est des problèmes mineurs qui peuvent être surmontés si vraiment ils ont la volonté d'aller loin, s'ils ont vraiment de la volonté d'atteindre des objectifs. Et aujourd'hui, à travers cette nouvelle alliance, je pense que c'est par rapport à certains objectifs qui ont été clairement énumérés. Maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut. On dit par exemple qu'il y en a un qui a dit que bon, Gbagbo c'est un mythomane, Tiab c'est un mythomane également. Je pense que le problème n'est pas à ce niveau. C'est de voir et de savoir que
les alliances qui se font aujourd'hui, là, c'est du déjà vu. Hein. On ne peut pas me dire que le PDCI et le PPACI sont incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles. Quelqu'un a cité tout à l'heure ce qui a été fait du vivant du président Bédié. Je crois que le EDS, qui était alors le mouvement auquel était rattaché Laurent Gbagbo, a quand même eu un rapport de collaboration avec le PDCI. Et même si on descend loin en arrière dans l'histoire, on saura aussi que grâce au président Gbagbo, à l'époque, quand il avait le FPI, en 1993, justement, Laurent Gbagbo, par sa position sur l'article 11 de la Constitution, avait permis à Henri Konan Bédié d'arriver à la présidence de la République. Donc, ce n'est pas la première fois que ces partis-là ont collaboré. Donc, moi, il faut voir vraiment les objectifs qui sont dans cette alliance. Très bien. Augustin Pouillon, ensuite. Alors, je souhaiterais qu'on comprenne que c'est les combats, c'est les challenges qui font que les partis s'unissent. Sinon, si ce n'est pas les combats, on n'allait jamais voir le PDCI et le RDR s'unir contre Laurent Gbagbo après le coup d'État de 1999. On sait très bien les relations que le président Bédié ou le PDCI a eu avec Alassane Ouattara et le RDR depuis la naissance du RDR en 1994 jusqu'au coup d'État. Et on sait bien que malgré ce qui les a opposés, les deux se sont mis ensemble. Ça dit qu'ils ont effacé, ils ont passé l'éponge sur ce qui les opposait pour voir ce qui pouvait les unir pour aller au combat contre Laurent Gbagbo. C'est pratiquement la même chose. À mon sens, il n'y a ni reculade, ni triomphalisme ici. Chacun ici tient plus jeune que Laurent Gbagbo et on peut lui savoir gré de reconnaître son aîné, savoir que quelqu'un qui est son aîné dans l'âge et qui est en même temps un ancien chef d'État puisse se mettre avec lui pour aller, disons, pour mener un combat. Donc ici, si on doit reconnaître quelque chose, c'est l'humilité. Bon, il est humble, en dépit du fait que son parti a un certain nombre de députés ou de mairies, et il accepte de faire cela. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement entre la CAPSI et le PDCI pour la signature, mais dans tous les cas, je pense que le fait que les gens mettent balle à terre, ne sortent pas de leur gong, ça montre qu'il y a des choses à surmonter. Il peut y avoir des erreurs de communication, il peut y avoir des choses, mais ils peuvent toujours se mettre ensemble. Même si dans l'opposition, moi je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un seul parti. Ce n'est pas un seul parti d'opposition. Tous les opposants ne peuvent jamais se retrouver dans un seul mouvement. Il peut y avoir un ou deux pôles d'action, mais on sent que le combat qu'ils mènent, ça porte sur les mêmes sujets, la réintégration sur la liste électorale. Et le vrai problème qui va se poser, c'est quels sont les combats, comment ils vont mener le combat, qu'est-ce qu'ils entendent faire dans les jours à venir. Est-ce qu'ils vont organiser des marches? Est-ce qu'ils vont organiser des meetings? Comment cela va se passer? Comment le parti au pouvoir va percevoir ce combat qui va être mené? Comment ça va impacter la vie de la nation? L'avenir nous le dira. Voilà, donc c'est ça qui est le problème. Je pense que le PPACI réunisse 10 personnes, que le FPI réunisse 3 personnes. Si 10 personnes plus 3 personnes, ça peut faire 13 personnes. Donc je pense que ce n'est pas le problème, c'est demain, qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont mener le combat et comment ça va être perçu par le parti au pouvoir comment ça sera, quelles seront les réactions possibles. Donc pour moi, il n'y a pas de problème particulier, il peut y avoir des
des frictions entre des leaders, mais ce qui importe, c'est la suite. D'accord. Et la suite pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Augustin Couillot. Avant de vous donner la parole, Yacouba Doumbia, il y a Serge Canon qui nous appelle de Mbayakro, me semble-t-il. Mbayakro, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Monsieur Serge Canon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Darassou. Nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Pour aller un peu plus vite au-delà de tout ce que tout le monde a dit, je voudrais comprendre réellement le jeu auquel les responsables du PDCI-RDA jouent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 mois des élections. Normalement, le PPACI et la CAPSI, les dirigeants de la CAPSI, bien entendu, dont je parle, véritablement, le PDCI devait jouer le rôle d'unificateur véritable de l'opposition. Aujourd'hui, le PDCI signe un accord avec le groupe CAPSI. Demain, le PDCI signe un accord avec le PPACI, alors que le PPACI, pratiquement à la lecture de la politique ivoirienne, véritablement, n'ose même pas prononcer certains noms, comme quelqu'un l'a dit sur votre plateau, n'ose même pas prononcer quelques noms. Nous sommes à 4 mois des élections. Véritablement, demain, après-demain, on sera en juillet, on sera à 3 mois. Stratégie véritable, l'opposition met en place pour aller contre la machine du RHDP. Il n'y a pas d'union véritable. Je ne peux pas être marié. Je suis marié avec une femme et demain je vais me remarier avec une autre femme qui ne veut pas parler à l'autre femme. Alors, quand je vais dans mon foyer, le foyer c'est l'opposition ivoirienne. Donc, véritablement, on appelle véritablement le PDCI à pouvoir revoir ses prises de position véritables. D'accord. Soit elle fait des alliances parce que véritablement elle a d'autres intérêts ou je ne sais quoi, mais véritablement qu'elle clarifie sa position dans l'opposition ivoirienne. Très bien. Merci beaucoup, M. Serge Canon. Merci beaucoup, M. Serge Canon. Vous nous avez appelé de Mbayakro dans le centre de la Côte d'Ivoire. Yacouba Doumbia. Oui, alors, j'aimerais repréciser les choses. Allez-y. Nous ne sommes pas en train de dire que l'alliance PDCI-PPACI est une mauvaise chose. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai indiqué que oui, le PDCI a le droit de sceller une alliance avec le parti de son choix, sauf que cela doit se faire quand même avec un minimum de courtoisie. Et les éléments sur lesquels nous nous appuyons, c'est le communiqué de la CAPSI, signé par Mme Simone et Yves. J'ai lu le premier paragraphe. Le communiqué est clair, ils ont appris, comme tout le monde, la signature d'une déclaration portant création d'un front commun. Je pense que, tel que l'auditeur a appelé, quand vous êtes en couple, à partir du moment où vous avez appelé tout le monde pour dire, écoutez, je veux me marier, nous tous, nous avons assisté au mariage, on a applaudi. Si vous devez aller vous remarier ou aller vous remettre en couple, le minimum, c'est d'informer le conjoint. Ça, c'est le minimum. Même si nous autres, vous ne nous informez pas, mais informez votre conjoint que vous allez vous remarier. Cela va permettre de clarifier les choses. Mais si vous n'informez pas votre conjoint que vous partez vous remarier, que nous constatons tous que le conjoint ou la conjointe se plaint, mais nous avons le devoir de vous dire que vous n'avez pas eu une attitude correcte vis-à-vis de votre conjoint. Voilà la situation. Sinon, le PDCI a vraiment le droit de s'accoupler avec qui il veut. Mais cela doit se faire dans les règles de l'art. Et l'attitude du PDCI, à nos yeux, s'apparente à de l'opportunisme. Purement et simplement. Même si la politique est faite d'opportunisme, mais cela est tellement flagrant que le minimum, c'était de dire aux membres de la CAPSI, écoutez, nous sommes ensemble, mais est-ce qu'il ne serait pas bon de nous rapprocher du PPACI? Et même si nous savons que vous avez, certains parmi vous ont des problèmes avec le PPACI, mais nous allons commencer. Peut-être que le fait que nous soyons là-bas, nous allons parler avec eux pour que vous aussi, vous puissiez venir là. Ça, ça allait être l'attitude la plus responsable. Mais pour le moment, nous estimons que le PDCI n'a pas joué franc jeu et cela n'est pas... On doit aborder le sujet concernant le congrès du RHDP. Kokora, rapidement, allez-y. Voilà, non, ce que je voulais dire. D'abord, Sylvain, il y a quelqu'un qui a dit un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple perdu. Mais tout à l'heure, tu retenais dans l'histoire, mais c'est très important en rappelant 93. D'ailleurs, il ne sait pas par quelle alchimie M. Laurent Gbagbo aurait permis à Bédié de bénéficier de l'article 11, puisque le président Oufouet décède.
On annonce donc sa mort. Le lendemain, il court à la télévision, il demande aux Ivoiriens de se mettre à sa disposition. Et puis il continue. Donc, c'est pas parce que M. Laurent Gbagbo lui a permis de bénéficier de l'article 11. Tout à l'heure, il a révisité l'histoire en parlant de l'alliance RDR. FPI en 1995. Mais c'est de l'histoire. Mais en réalité, la plus grosse peur de l'opposition, c'est qu'on revisite sa gouvernance. Ça, vous avez totalement peur de ça. Mais nous allons y arriver. Non, enfin, on va personnaliser, le débat, s'il vous plaît. D'accord, on va personnaliser le débat. On s'est bien compris. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'opposition sur la table. Les sous-traitants. Il n'y a pas d'opposition. Voilà, donc il n'y a pas. Donc, pour le débat, pour dire la plus grosse peur de l'opposition, c'est qu'on revisite sa gouvernance. Mais nous allons revisiter leur gouvernance. Parce que quand M. Laurent Gbagbo parle de... Parce qu'en réalité, c'est le trop, c'est trop. Donc, il est mis en avant le Front commun, donc, qui est un front donc, pour la bagarre, donc qu'ils ont mis en place. En réalité, ça peut dénoncer quoi? La vie chère, le non-respect de l'état des droits. Mais ils ont gouverné ce pays. Donc il faut revisiter leur histoire. Il faut rappeler aux Ivoiriens ce qu'ils ont fait lorsqu'on leur a donné la possibilité de gouverner ce pays. Le PDCI aussi a gouverné ce pays. Et on peut revisiter aussi également leur histoire. Et quand ils seront sur ce plateau, on va tous revisiter ensemble. Il faut qu'ils reviennent dans le débat. De l'histoire de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Alors monsieur, on va parler maintenant du RHDP. Ce dimanche, c'est le deuxième congrès ordinaire du RHDP au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé. Plus de 100 000 militants et sympathisants réclamaient la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre prochain, mais ils devront encore patienter les semaines à venir. C'est la réponse du président Ouattara qui, cependant, a accepté de rester président du parti. On fait le point avec Pierre Dipomelin, Eric Kimou, et on se retrouve juste après. Clôture du deuxième congrès du RHDP par un meeting géant au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé, où près de 100 000 personnes abordant les couleurs et insignes du parti ont pris place aussi bien à l'intérieur qu'aux abords du stade, dans une ferveur militante. Le président du Congrès, Patrick Achi, a dans son discours dévoilé les conclusions des travaux en commission et l'appel insistant des militants au président du parti du RHDP à briguer un autre mandat. Et puis, il y a eu ce moment d'histoire, Monsieur le Président de la République. Ce moment que nous n'oublierons jamais. Le moment où, par une extraordinaire acclamation, plus de 7000 congressistes, comme un seul homme, ont scandé et renouvelé leur confiance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour présider encore une fois notre grand parti. Les congressistes ont également adopté la désignation de son Excellence, M. Alassane Ouattara, comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le président Alassane Ouattara a rappelé les acquis de sa gouvernance et les résultats concrets au niveau économique, social et culturel. Si le président Alassane Ouattara a accepté de rester président du RHDP, comme souhaité par les militants, il réserve cependant sa réponse quant à sa candidature ou non à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je ressens la force et la sincérité de votre appel. Ces appels, je ne peux pas les ignorer, je les ai bien entendus. Et je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu. J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP. Dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Merci. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP tant que vous le souhaiterez. Un président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux vous dire ceci.
Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme et conscience, une décision. Le président du RHDP, Alassane Ouattara, dont le discours était très attendu par les militants, a rendu un hommage aux pionniers du RHDP, particulièrement ceux rappelés à Dieu, dont Henri Konan Bédié, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Ozi Kokora Bernard, vous êtes cadre du parti, vous êtes secrétaire national adjoint des militants de l'extérieur du RHDP. Quelles sont les premières leçons que vous tirez de ce congrès? Alors, ce qu'il faut noter d'abord, c'était un ouragan populaire, donc une ferveur véritablement nationale et un symbole d'un lien affectif entre le président Alassane Ouattara et ses militants. Donc, vous avez vu la mobilisation le samedi 21, près de 10 000 congressistes. Donc, qui sont restés sur place du début jusqu'à la fin donc, des travaux. On a vu la cohésion donc, au sein du parti, les cadres donc, à l'unisson qui ont travaillé en commission et donc, qui ont produit des résultats probants. Aujourd'hui, c'était donc l'apothéose avec plus de 120 000 ou 140 000 selon donc, les spécialistes, donc de militants, et non seulement des militants, mais aussi d'Ivoiriens, donc, qui ont adhéré à la vision du président Ouattara, qui se sont mobilisés comme un seul homme, depuis 2 h du matin donc, de ce jour dimanche jusqu'à la fin donc, des travaux. Alors cela démontre que le président Ouattara a convaincu. Il a convaincu par sa gouvernance, par sa gestion, par la transformation qu'il a apportée, non seulement au niveau de son parti, parce que vous devez vous souvenir qu'en 2022, il avait procédé à la restructuration du parti. Donc je pense qu'il a eu raison de restructurer le parti et le résultat de la restructuration et de toutes les politiques qui ont été prises, donc c'est soldé par cette mobilisation donc, que vous avez vue aujourd'hui. Donc cela témoigne donc de son leadership, non seulement au niveau de son parti, mais aussi au plan national. Donc vous avez vu ceux qui étaient là-bas, c'était tous des jeunes pratiquement, entre 18 et 40 ans. Ça montre que le président Ouattara est le candidat des jeunes. Il fallait voir ces jeunes, que ce soit au Congrès, donc au palais, à la salle d'exposition, et aujourd'hui, et tous étaient mobilisés pour la candidature d'Alassane Ouattara. Ils ont répondu par un oui vibrant et retentissant en demandant au président d'être à nouveau candidat pour continuer de transformer la Côte d'Ivoire. Donc il est le candidat des jeunes, il est le candidat des femmes, il est le candidat des Ivoiriens et ils l'ont démontré aujourd'hui. Vraiment, c'est avec le cœur très léger et nous sommes en joie d'avoir constaté que le RHDP est le parti le plus structuré, la première force politique et les prémices donc, de cette mobilisation étaient déjà là à travers les pré-congrès ou dans des régions comme le Haut-Sassandra, c'était près de 13 000 congressistes pour les pré-congrès. Ailleurs, c'était 10 000, 20 000 par endroit. Et à Paris, vous avez vu entre 10 000 et 15 000 Ivoiriens qui sont mobilisés pour demander au président Ouattara d'être candidat. Donc, ce congrès a permis donc, de démontrer que nous sommes la première force politique. Peut-être qu'il y a des gens qui en doutaient encore. À travers les élections, nous l'avons démontré, mais ils ont eu des choses à dire. Mais aujourd'hui, je crois que le débat, il est clos. Là où des gens se mettent ensemble, ils ne peuvent même pas mobiliser 5 000 personnes. C'est entre 120 000 et 140 000 personnes que nous avons mobilisées aujourd'hui. André? Bon, je crois qu'on va commencer à se méfier des chiffres de M. Kokora Nzi. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, le Premier ministre, dans votre reportage, l'ancien Premier ministre Patrick Taché a bien dit 7 000 congressistes. Lui, il vient à peine de dire 10 000. Il a donc gonflé un peu les chiffres. Du coup, tous ces autres chiffres qu'il avance vont être frappés par la suspicion. Bref, pour moi, en fait, si vous voulez, le RHDP montre vraiment sa force. C'est indéniable. Il n'est pas donné à un parti politique de frapper un tel coup. Le parc des expositions, le stade des BMP, on a vu, c'était vraiment plein. C'était hyper plein. Moi, j'étais au stade des BMP pendant la finale de la Coupe d'Afrique. Et je peux attester qu'il y avait, en tout cas, aujourd'hui, les images que j'ai vues, puisque je n'y étais pas, les images que j'ai vues montrent qu'il y avait beaucoup plus de monde que pendant la finale de la Coupe d'Afrique. On a vu vraiment la communion entre les militants du RHDP et leur président.
Alassane Ouattara peut ne pas être aimé par une partie des Ivoiriens, des opposants, mais il ne demeure pas moins qu'il est vraiment encore aimé par ses militants. Et on l'a vu, hein, le président du Congrès, dans son discours, a eu souvent du mal à poursuivre parce qu'il était beaucoup interrompu par les hurrahs du grand public. De l'autre côté, je note que le président, donc le candidat du RHDP a été désigné par acclamation. Sur ce même plateau, des observateurs avaient utilisé tous les superlatifs possibles quand il s'est agi de la désignation du candidat du PDCI par élection, alors que le président du RHDP a été désigné par acclamation. Tout cela, c'est la démocratie, mais il faut savoir mesurer ses propos quand il s'agit des autres, et surtout que cela peut aussi nous arriver. Enfin, je n'étais pas là-bas et j'aimerais bien savoir ce qu'il en a été du logo. Je reviens encore là-dessus, vu que c'était écrit noir sur blanc dans les statuts du RHDP que le logo était provisoire. Je ne sais pas s'il y a une résolution pour que le logo du PDCI qui a été donc capturé par le RHDP soit enfin cédé au PDCI. Très bien. Augustin Couillon? Moi, je ne dirais pas, je ne m'attarderai pas sur tous les superlatifs de 100 000, 140 000, parce que je pense qu'un parti qui est au pouvoir, avec tous les moyens dont il dispose, on ne peut pas faire moins que ça. Si on a choisi un lieu avec les moyens qu'on a déployés, et avec les cadres qui sont dans les régions qui ont convoyé, la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui près de 30 millions d'habitants. Pour le stade de Bibé, c'est 60 000 places. Et si on a occupé les pelouses, on peut aller à 100 000, comme il a été dit. Ou bien à l'extérieur, on peut avoir. Mais je pense que le RHDP au pouvoir ne peut pas mesurer son audience par rapport à un événement au parc des expositions ou la popularité, non. Ça a été bien préparé, ils ont fait venir les gens et on a bien vu. Donc ça, c'était pas, à mon sens, c'était pas ça le défi. Même si déjà... C'était quoi le défi pour vous? Le défi, c'était de montrer que le parti est vraiment démocratique et le parti respecte ses propres règles. Vous avez vu que moi, je m'attendais à ce que, après les critiques qui ont été faites au PDCI, je m'attendais au moins à ce qu'on fasse un appel à candidature, que le parti dise, nous avons un congrès le 21, 22, les 21 et 22 juin, 10 jours avant ou un mois avant, on ouvre les candidatures. Qui veut être candidat à la présidence du RHDP? Voici les critères qui sont bien dans les statuts du RHDP. Et les gens postulent avec les critères et on sélectionne et on retient que c'est M. Ouattara qui est le seul qui respecte tous les critères. C'est possible. Mais ça n'a pas été fait. Je m'attendais encore à ce qu'au Congrès, au parc des expositions, le président du Congrès fasse appel à candidature pour dire, dans la salle, voici les critères de candidature sur place, qui veut être président du parti, et on vérifie leurs cartes, les choses, et on dit, oui, toi, tu peux. Non, on vous donne 10 minutes ou 20 minutes pour faire campagne devant les congressistes, et puis, mais rien de tout ça. Rien de tout ça. On a lu une motion qui a été adoptée à l'unanimité, à l'applaudimètre, et disons par ovation, et le président Ouattara est désigné président du parti. Même au niveau de la candidature à la candidature à la présidentielle,
je n'ai pas compris grand-chose parce que là aussi, le Congrès se substitue aujourd'hui à la Convention. Pourtant, il est dit dans les textes que c'est la Convention qui désigne le candidat du parti. Ça avait été dit pour le PDCI. Le PDCI, finalement, a organisé une convention. Aujourd'hui, les mêmes qui ont tapé sur le PDCI, mais comme pas possible. Pourquoi vous avez mis dans vos résolutions que M. Thiam serait votre candidat? Aujourd'hui, c'est même désigne le président, le candidat à la présidentielle du parti au Congrès, en ignorant carrément la convention. Et je pense que s'il y a une convention, plus tard, ce sera peut-être la convention d'investiture, qui n'est pas forcément la convention pour désigner le candidat du parti. Donc, je souhaite que sur ça, les explications claires soient données. On ne peut pas dire qu'on reproche quelque chose aux autres et on le fait soi-même et ça ne donne pas vraiment une bonne image. Sinon, à mon sens, remplir le stade de Bimpe, c'est bien, mais ce n'est pas un exploit pour un parti qui est au pouvoir. D'accord. Voilà, ce n'est pas un exploit pour moi. Très bien. Merci Augustin Couillon. Monsieur Djeléguié, vous nous appelez de Bingerville. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Monsieur Ali Diarra-Souba. Nous vous écoutons. Ok, je salue tous les panélistes qui sont... Merci. Allez-y pour votre développement, s'il vous plaît. Et voilà, je veux dire qu'il faut féliciter le RHDP parce que si aujourd'hui, les gens sont... Si le président de la République et le président du parti, du RHDP, aujourd'hui, nous avons vu au stade, il y a beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on nous dise qu'il n'est pas soutenu. Parce que les actions qu'il a posées, vraiment, démontrent que ce président, il a assez fait. Oui, il a assez fait. Il faut qu'on lui accorde ce privilège-là, qu'il est soutenu. C'est un grand président. On n'a qu'à arrêter de dire non, il n'est pas soutenu, qu'il y a 30 000. Non. Il est soutenu. On n'a qu'à accepter ça. Pour lui dire bravo et merci au RHDP. Merci beaucoup. Merci. Je veux dire à l'un de nos internautes qui nous a fait un joli message qui dit NCI, on voit votre jeu. Quand il s'agit de parler du RHDP, vous n'invitez pas les opposants débatteurs qui sont capables de critiquer. Je le rappelais à l'entame de cette émission, le PPACI, qui est un parti d'opposition, a été invité, qui malheureusement, à la dernière minute, a indiqué, la direction de la communication a indiqué que les cadres du parti n'étaient pas disponibles pour participer à ce débat. On fait tout pour être transparent dans l'équilibre des invités et tout le reste, mais on nous jette toujours la pierre, mais ça fait partie du job, j'ai envie de dire. Alafé Wakili, c'est à vous. Donc je disais, je faisais un constat il y a quelques semaines qu'en 2010, parti au pouvoir, comme opposition, arrivait à remplir le stade Houphouët-Boigny, qui était à l'époque le plus grand stade et le baromètre de la mobilisation. En 2010, ou du moins avant 2010, dans la période, le parti au pouvoir, comme les partis d'opposition, je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient dans un gouvernement de coalition, mais en tout cas, ils parvenaient, le RDR, le PDCI, à remplir le stade Houphouët-Boigny au même titre que le FPI qui était au pouvoir à l'époque, malgré le contexte de crise. Donc c'est un bon baromètre et il n'est pas pertinent de banaliser ce que le RHDP a fait. Il faut plutôt souhaiter que les partis d'opposition aient la capacité de faire la même chose pour que les stades ne soient pas uniquement réservés pour des matchs de football, même si c'est leur vocation première, ou pour des concerts des artistes. Parce qu'on a l'impression, comme les gens ont souvent tendance à dire, que la politique ne fait plus rêver. Si la politique ne fait plus rêver, même quand on est parti au pouvoir, avec autant de moyens qu'on peut avoir, on ne va jamais remplir le stade. C'est les artistes qui feront venir au stade. C'est le football, les footballeurs qui feront remplir, qui feront bouger, qui feront rêver. Donc lorsque la politique arrive à faire rêver, lorsque même on est un parti au pouvoir et qu'on a cette capacité-là, je pense qu'il faut le saluer, il faut s'en réjouir et souhaiter que les partis politiques aient la même opportunité. Cela dit, moi, je voudrais retenir une image donnée par le président réélu
à la tête du RHDP, à la tête du RHDP, qui s'est inspiré des éléphants, de leur parcours pendant la CAN, dans ce même stade. Ils ont été battus, humiliés à l'ouverture. Et à la finale, ils ont remporté le trophée dans ce même stade. Et il a rappelé le parcours initiatique, la souffrance, les difficultés. Je ne sais pas s'il voit aujourd'hui les épreuves à venir pour le RHDP avec le fait d'avoir reporté sa réponse à d'autres occasions. Mais en même temps, il dit qu'ils vaincront. Ils disent qu'ils doivent poursuivre la bataille, ils doivent poursuivre le combat et puis ils gagneront. Donc je réfléchis à cet exemple qu'il a donné, voir dans quelle mesure on pourrait voir les 4 étapes, la défaite, la qualification douloureuse, le coup du sort, et puis après le coup du marteau en quart de finale, en demi-finale et en finale. Donc je voudrais regarder ça, observer et puis dire que bon, certainement pour les autres partis, oui, il y a eu des critiques, mais chaque fois quelque chose est revenu au niveau de tous les partis, le Congrès est l'instance suprême d'un parti. Un Congrès est souverain. Ces décisions sont souveraines. Et face aux critiques, je pense même que le PDCI, le président Thiam, a maintenu cette posture jusqu'à ce que la pression interne soit forte, avec éventuellement des menaces d'action hors parti, pour qu'il admette. Sinon, pendant que les critiques se faisaient, les responsables du PDCI mettaient en avant le fait que le Congrès est souverain, le Congrès a décidé, c'est fini, jusqu'à ce que petit à petit la posture et la position changent face à des pressions internes. Voilà, sinon des commentateurs de tous les bords l'ont dit, mais c'est parce qu'il y a eu aussi des pressions internes. Il y a eu des candidats, des militants qui ont dit non, ce n'est pas juste, puisqu'ils n'ont pas participé au Congrès en qualité de candidats, où ils n'ont pas eu l'opportunité d'exprimer leur point de vue et ils le revendiquaient, mais l'autre parti mettait toujours en avant le fait que le Congrès est souverain. Et je pense qu'il est important de retenir cet aspect-là, la souveraineté d'un parti, la souveraineté du Congrès d'un parti qui se déploie et qui, de mon point de vue, est inattaquable, qui fait que, finalement, face aux menaces, face à tout ce qui s'est passé, la justice, même ivoirienne, a fini par se plier au caractère souverain du Congrès 2 du PDCI et qui a fait que le président Thiam reste aujourd'hui président du PDCI par rapport à d'autres observations faites. Le Congrès d'un parti politique est souverain, il faut en prendre acte, en dépit des critiques que les observateurs de gauche ou de droite pourraient faire par rapport à des situations précises. Sylvain Guédé-Debaï. Oui, avant d'aborder ce sujet-là, je voudrais quand même, en tant qu'Ivoirien, dire mes condoléances par rapport à l'accident qui est survenu sur l'autoroute. Voilà, je pense qu'officiellement, on parle de 2 morts. On a même vu ces images atroces. En tout cas, ce sont des Ivoiriens qui venaient au congrès de leur parti. Donc, j'aimerais vraiment dire mes condoléances à leur famille. Cela dit, ce congrès du RHDP, je pense que les confrères ici ont suffisamment dit ce qui a été vu là-bas. Moi, je n'ai pas été au parc de l'exposition. J'ai quand même vu à travers des images ce qui s'est passé là-bas. Je pense que c'était une grande messe. C'était une grande messe avec une homélie et des chœurs vraiment bien orchestrés, où il n'y avait pas de place pour la contradiction. En tout cas, il fallait être fou pour s'opposer à tout ce qui a été déployé pour l'honneur et la grandeur d'Alassane Ouattara. À EBIP, j'ai vu vraiment une déferlante. J'ai vu des délégations venir de partout. J'ai vu vraiment des militants déterminés venus de Galébré. Ils sont venus de
de Fumbolo, de Togoniere, de Kumbala, enfin de toute la Côte d'Ivoire. Oui, le RHDP peut se targuer d'être un parti, un grand parti. Une cérémonie haut en couleur, etc. Je pense que, pour être objectif, cette mobilisation-là devrait inspirer quand même tous ceux qui organisent des événements en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, au passage, vraiment une motion pour la commission communication qui a vraiment mis tout en œuvre pour que les journalistes qui ont été invités là puissent travailler dans de bonnes conditions. J'ai vu également, surtout des images saisissantes. J'ai vu cette vieille qu'on tenait par la main et qui disait que je veux voir à dos. C'est une image que j'ai personnellement captée. Ce sont des choses comme ça qui marquent puis bon, cette marée humaine. À part la petite défaillance au niveau du son au stade, je pense que le RHDP peut se féliciter d'avoir organisé un bon congrès. Vous voyez, il y a quelque temps, un artiste, c'était qui là, Didi B, qui organisait un concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis, bien avant lui, il y a l'autre artiste, Imra, qui était à Yopougon. Et donc, quand Didi B finit, les soutiens de Imra se projettent de conquérir non pas le stade Félix Houphouët-Boigny, mais le stade de MIP. Pour dire qu'ils mobilisent plus que Didi B. Je pense que c'est de bonne guerre. Et donc, la première leçon que je voudrais dire ici, c'est que si le parti au pouvoir a pu se mesurer par rapport au stade de MIP, il faudra que demain, si l'opposition demande le stade de MIP, que ce stade lui soit accordé pour qu'on puisse voir aussi sa capacité de mobilisation. Il ne faudrait pas que, quand ils demandent BIMP ou quoi, qu'on les mette à la périphérie, comme on a vu à Dabou, où on les a mis dans un cimetière, ou bien quand c'est à Port-Boué, où on les met vraiment à la périphérie vers les derniers villages de Port-Boué, là, pour ne même pas qu'ils soient visibles au centre. Je pense que c'est des choses qu'il faut permettre. Ça fait partie de la dynamique de la démocratie. Et quand c'est comme ça, quand tout se fait comme ça de façon élégante, en tout cas, on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. Et puis, je pense qu'avec cette mobilisation-là que nous avons vue, quelqu'un a dit, l'auditeur qui a appelé tout à l'heure a dit que il faut qu'on se rende à l'évidence que Alassane Ouattara est soutenu. Mais bien sûr, les Alassane Ouattara, les Laurent Gbagbo et peut-être bientôt le président Thiam sont quand même des icônes. Et personne ne peut contester leur popularité ici en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a été démontré pour le RHDP. Quand on a eu ça, quand on a eu cette mobilisation, quand on a vu ce qui s'est passé au parc des expositions, je pense qu'il faut se débarrasser des fausses peurs et des fausses suspicions. Je veux dire quoi? Augustin l'a dit tout à l'heure. C'est un congrès. Oui, le congrès est souverain, mais il faut quand même savoir faire semblant à certains moments aussi. Est-ce qu'un gars ou bien un cadre du RHDP comme Évariste Miambli, qu'est-ce qu'il peut bien faire devant Alassane Ouattara? Il faut permettre sa candidature et puis bon, il va l'écraser et puis bon, la messe est dite et puis lui-même il se plie et puis c'est fini. Mais quand on fait tout, quand on fait un arrangement pour ne même pas qu'il y ait une seule voix discordante, bon, c'était un peu le petit couac que j'aimerais relever pendant ce congrès. Parce que le RHDP, qui est l'ancêtre du RDR, doit quand même savoir revisiter son histoire. Je pense que c'est le refus de la parole à un militant, à un cadre du PDCI à l'époque, qui a suscité le RDR. Donc, le RHDP aujourd'hui ne doit pas se... S'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent contredire ou contrarier Alassane Ouattara dans sa grandeur, donnez-leur la parole pour qu'ils s'expriment. Très bien. Donc c'est cela, et je pense que pour terminer, qu'avec ce que nous avons vu, quand je dis se débarrasser des fausses peurs, en fait c'est cela. Quand on a vu ça, Alassane Ouattara a du soutien. Alassane Ouattara peut
donc, comme l'a dit Nzi, peut battre tous les opposants réunis. OK, nous sommes d'accord. Mais avec ce qu'on a vu, qu'ils permettent maintenant de démocratiser la compétition électorale qui arrive dans 4 mois. En tout cas, moi, je le prie de lever toutes les barrières artificielles là et que nous ayons une élection vraiment loyale, une élection vraiment avec tous les standards et ce sera à sa grandeur. Très bien. Merci. Yacouba Doumbia. Oui, alors, je tire quelques enseignements de ce congrès. Je tire quelques grands enseignements. D'abord, le premier grand enseignement, c'est que le RHDP, au regard de tout ce que nous avons vu, est un parti organisé. Un parti organisé parce que le RHDP a su organiser les pré-congrès et les congrès en mettant en place un bureau du congrès, ce qui n'avait pas été le cas ici en Côte d'Ivoire. Je ne cite pas les contemporains. Donc, il y a eu un bureau du congrès avec un président, avec des commissions qui ont tous été présentées, qui se sont mis à la tâche. Donc, le RHDP est un parti organisé avec des cadres qui ont su transcender aussi les contradictions internes au parti et qui ont mis en avant l'intérêt de leur parti. Et c'est ce qui a permis de produire ce que nous avons vu. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y a aussi la démocratie qui s'est exprimée à travers le fait que la base ait eu la parole, la base s'est exprimée. Donc, à travers les pré-congrès, nous avons vu les travaux en commission, les textes ont été... Il y a eu des recommandations qui ont été faites, qui sont remontées dans les commissions. Les commissions ont travaillé dessus. C'est ce qui a permis également au Premier ministre Patrick Hachi de donner un certain nombre d'orientations. Le RHDP est un parti représentatif. Ça, tout le monde l'a reconnu sur ce plateau. Donc c'est un parti véritablement national. 31 régions, mais le RHDP, pour permettre à toutes les régions et à toutes les localités de participer à ces pré-congrès, a subdivisé les régions en 47 ou 48 régions politiques. Donc ces 48 régions politiques ont vibré pendant 2 semaines au rythme de leur parti politique. Et puis, enfin, le RHDP, à travers ce congrès, montre que son leader est encore populaire. Et ça, point n'est besoin de revenir là-dessus. Et la plupart, ou du moins une grande partie de ceux qui se sont déplacés, qui étaient à ce congrès-là, c'était des jeunes entre 18 et 35 ans. C'est normal. Pourquoi? Parce que pour la plupart de ces jeunes, ils connaissent véritablement l'ère Alassane Ouattara, parce que ça fait plus de 15 ans sur leur âge. Donc, au moment où le président Ouattara venait au pouvoir, ils étaient autour de 20, 18 ans pour certains. Donc, ils connaissent l'ère Alassane Ouattara. Et ce sont des jeunes qui sont connectés, ils sont smart. Donc, ils savent aussi ce qui se passe dans la sous-région. Ils savent ce qui se passe dans certains pays minés par le terrorisme. Donc, ils savent mesurer la chance qu'ils ont d'avoir un chef d'État qui a su assurer la sécurité, la stabilité, la paix. Au-delà des infrastructures qui ont été réalisées, parce que les infrastructures, oui, c'est ce qu'on voit, mais ce qui permet de bâtir ces infrastructures, c'est la sécurité, c'est la paix, c'est la stabilité. Et puis, je vais terminer en disant qu'on a toujours eu une démarche cohérente. En fait, le fait que le président Ouattara soit plébiscité, ce n'est pas en contradiction, non seulement avec les textes, je pense que Kokora aura l'occasion de revenir là-dessus, puisqu'il est SN, il est secrétaire national, donc au niveau du Congrès qui est souverain, il y a eu pas mal de résolutions qui ont été prises, mais dire que, à contrario, ce qui avait été reproché au PDCI, ce n'était pas les congrès, c'était le fait que les conditions d'éligibilité au PDCI, les textes avaient été foulés aux pieds. Et nous l'avons suffisamment dit. Sinon, à partir du moment où le Congrès a élu quelqu'un, il n'y a absolument aucun problème. Donc, pour conclure, je veux dire, le RHDP, 1, est un parti organisé, 2, c'est un parti représentatif qui a une bonne représentation sur le territoire national, 3, c'est un parti avec des cadres qui ont su transcender leurs contradictions. C'est aussi un parti qui a un leader qui est charismatique. Après 15 ans, on peut même être au pouvoir et ne pas pouvoir mobiliser ce qui est là. Mais après 15 ans, le président Alassane Ouattara montre qu'il a la popularité intacte. Et ça, c'est à saluer et à féliciter. Très bien. Nzi Kokora, je vois que vous bouillonnez depuis quelques minutes. Mais avant, est-ce que vous et les autres militants qui étaient au stade Alassane Ouattara des Bimpe, vous étiez déçus finalement quand le président a dit qu'il reportait pour quelques semaines encore sa décision quant à sa candidature? Je n'ai pas senti vraiment la déception dans le visage des militants. D'abord, ils étaient heureux de voir le président Ouattara. Vraiment, c'était leur volonté. Et quand le président a dit qu'il décide donc de continuer de diriger le parti, d'accepter leurs demandes, je crois qu'ils étaient heureux. Quant à sa candidature, il a dit qu'il nous a compris, mais nous savons que le président n'allait pas donner
sa décision au cours d'un meeting donc, du RHDP. À partir du moment où il a dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. Et je me tiens devant vous en toute responsabilité. Le président, sa candidature est une question nationale. Et vous vous rappelez, en 2020, lorsqu'il devait donc, se retirer, il ne s'est pas réuni au sein de son parti pour prendre la décision. C'est devant le Congrès, donc réuni. Il a pris la décision quand le Premier ministre Amadou Gon est décédé et qu'il devait revenir sur... on lui a demandé d'être candidat, on s'est réunis en Conseil national. Il a dit encore, je vous ai compris. Et dans une occasion solennelle, une adresse à la nation, le président a pris la décision. Donc à ce niveau, il n'y a pas de déception. Nous savons pour nous, il est admis, il est établi que le président Ouattara sera notre candidat. Maintenant, les gens ont dit beaucoup de choses sur les tests. Vous ne connaissez pas les tests du RHDP. Peut-être que vous n'étiez pas au Congrès, donc vous n'avez pas suivi les choses. Je comprends vos interrogations ou certains raccourcis qui ont été... En ce qui concerne la candidature du président, comme président du parti et candidat pour les élections présidentielles, ce sont des résolutions qui sont remontées après le pré-congrès. Et les tests du parti disent, les résolutions qui reviennent donc des pré-congrès doivent donc faire l'objet d'adoption, soumettre donc ces résolutions au Congrès. Et donc, le président du Congrès, après lecture des résolutions donc, du pré-congrès, a soumis les dites résolutions aux congressistes. Et je vous assure, chers frères, il n'a même pas terminé sa phrase. Quand toute la salle s'est mobilisée, s'est levée pour dire oui. Mais c'est quoi la démocratie, finalement? Vous n'allez pas me dire que ces grands messieurs qui étaient dans la salle, on leur a mis des pistolets sur la tempe pour se lever comme un seul homme, obligeant la salle de séance à se lever également. Ça, c'est la preuve de la démocratie. Donc, nous avons respecté les tests du parti. Non. Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Voilà. En fait, ce Kokora-là, c'est un vrai menteur. C'est le perroquet de l'RDR qui est là en train de réciter ce qu'on lui a dit de réciter. Mais quand on te parle de démocratie, on te parle de donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Vous ne pouvez pas venir là pour nous faire croire que ça a été une démocratie là. Non. Quand il dit, est-ce qu'ils ont mis le pistolet sur la tombe de quelqu'un pour pouvoir crier, oui, on te veut là. Tu penses qu'on n'est pas au courant? Avant d'arriver là, ils ont payé 50 000 francs à chacun. Tu sais combien de milliards ils ont dépensé pour remplir le BMP? Il faut demander ça aussi. Ces chiffres-là, il faut faire sortir. C'est toi qui aimes citer les chiffres. Donc, moi, dans tout ce que je vais dire, il y a des bonnes critiques qu'ils ont fait au niveau du congrès du RDR. Et je pense que M. Augustin fait une bonne critique. M. Comment il s'appelle là même? Sylvestre Conan a fait une bonne critique à ce qui concerne ce congrès-là. Et moi, je dirais le RDR n'a jamais joué le franc jeu et ne jouera jamais le franc jeu. Et puis, son président est toujours dans des micmacs pour toujours tromper le peuple. Et je crois que c'est ce qui l'amène à mettre cette suspicion au niveau de sa candidature. Vous savez, nous, on ne peut pas rester là en train d'attendre. C'est ce que M. Blaise Lassa avait dit. Il dit, vous ne voulez pas, cette élection, on va la faire. Cette RLU-là, on va la faire. Donc, préparez-vous à cette conscience-là. Ne croyez pas que vous avez rempli BMP là, c'est du vrai. On a vu sur les réseaux sociaux les gens qui cherchaient à conquérir des militants en leur proposant de l'argent. Donc, on sait tout ça. Donc, moi, je vais dire quoi par là? Je vais dire ici que, en ce qui concerne l'enjeu du congrès, là,
Il y a rien, comme M. Augustin le disait. C'est de la poudre aux yeux. Parce que moi, je n'y crois pas dans le fond. Regardez bien même. Regardez bien. Les militants qui criaient de joie, quand on voit, comme il disait lui, c'est de Monsieur Fana, ou bien comment il s'appelle là, ce demi-fou là. Il disait comme ça que les jeunes étaient de 30 à 35 ans qu'ils étaient là-bas. Ouais, nous sommes d'accord avec ça. Mais sachez très bien que ces jeunes de 30 à 35 ans qu'ils étaient là-bas, là, beaucoup ne travaillent pas, c'est sûr. Mais quand on vient te proposer 50 000 francs pour seulement une journée, ou bien 2 journées, je crois que tu vas accepter avec joie. Et tout ce qu'on te demande, c'est de crier ta joie que ce monsieur doit être là. Mais au fond de lui, est-ce que c'est ce qu'il fait? C'est ce qu'il veut? C'est pas ça. Donc c'est dans les unes, ça va se passer. Ça va se passer, c'est dans les unes. Donc, à écouter tous ces avis, disons, toutes ces opinions, bon, je crois que on a dit que ce RDR-là n'est pas en mesure de gouverner encore la Côte d'Ivoire parce que déjà, même au sein de son parti, il n'y a pas une démocratie qui règne. Donc si la démocratie ne règne pas au sein de son parti, comment il peut faire régner la démocratie dans le pays? On a subi tous ici. Des gens qui mangent une fois par jour. Des gens qui dorment au cimetière. Chéri Balé a perdu son travail étant dans le domaine du transit au port. Elle travaillait au port, mais elle a perdu son boulot parce qu'elle s'opposait à la gouvernance de M. Alassane. Et aujourd'hui, elle est devenue militante des droits de l'homme. Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a renvoyée? Vous voyez, c'est tout cela. C'est de tout cela qu'on parle. Qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Les assauts et puis M. Kwasi et quoi là, l'infime qui ont été emprisonnés. Ça, c'est une démocratie. Parce qu'ils ont osé critiquer le pouvoir en place. Donc, M. Kokora, cherchez à vous stabiliser parce que là, vous n'êtes pas dans l'union. Non, vous n'êtes pas dans l'union. Moi, je vais m'arrêter là parce que il n'y a pas grand-chose à dire sur ça là. Les gars font ça pour, comme le disait l'autre, Monsieur Ouattara, il a reporté sa candidature. Pourquoi? Par la peur. C'est parce qu'il a peur. Et cette peur-là donne une victoire à l'opposition. Non seulement ça, du fait qu'il retarde sa candidature, ça le pénalise. Comme le disait Damana Pigas, le parrainage, il ne peut plus avoir de parrainage parce que la clôture, disons, la fin des envois des parrainages, c'était des présentations des parrainages, c'était le 20 juin. Et aujourd'hui, nous sommes au 22. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours qui sont passés. Et jusqu'à présent, il n'a rien dit encore. Donc, il est éliminé de Suisse. Donc, vous comptez sur lui. En temps lui-même, il est en train de se piéger. Et vous pensez que, ouais, cela on va être à faire. Arrêtez de vous
de vous blaguer dans ce sens-là. Arrêtez de vous blaguer. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, vous êtes des Ivoiriens et vous venez sur des plateaux mentir comme Sylvestre Conan, qui t'a dit, avec les chiffres que toi tu avances là, on ne peut pas se fier. Parce que ceux qui ont été dans le stade, ceux qui ont organisé, parlent de 6 à 7 000. Toi, tu parles de 10 000. Tu te rends compte que, ouais, c'est des chiffres que tu as inventés. Mais comment on peut vous faire confiance? Regardez même les informations que vous donnez. Vous donnez des informations avec je ne sais pas comment y appeler ça. Avec des mensonges à l'appui. Vous truquez tout. Vous truquez tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient de vous qui est fiable. Rien. Rien. Je dis rien. Quand on prend les élections, tous ceux qui sont allés là-bas, là, c'est des gars qui ont été payés pour arriver là-bas. Quand tu donnes des chiffres, c'est des chiffres inventés. Quand ce monsieur vient ici pour s'arrêter là, parler, il a dit quoi de concret? Il a accepté d'être président du RDR. Mais il était président depuis. C'est de ça, M. Augustin parlait. Il dit, si lui, il est président depuis fort longtemps, vous avez réélu, vous pensez réélu. Mais il y a des gens qui se sont promenés sur les plateaux télé pour dire qu'ils vont se présenter eux aussi. Mais pourquoi vous ne leur avez pas donné la possibilité de se présenter? Il y a ce monsieur Adam Mamadou, bien Adam quoi, quelque chose comme ça. Et il y a l'autre, on a parlé de lui ici, que je ne me rappelle pas de son nom. Ce qui est sûr, on sait qu'il y a des gens qui voulaient se présenter et on ne leur a pas donné la possibilité. Vous êtes méchants, vous n'êtes pas bien. Je n'aime pas assez de voix, donc je préfère mieux m'arrêter là. On verra bien ce qu'il faut dire. On s'arrête là.